Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de projet de fin d'études. En dernière année d'école d'ingénieur, en filière mécanique et conception des systèmes, nous étions deux étudiants à nous intéresser à l'adaptation d'un hydrogénérateur au milieu fluvial. Nous nous sommes installés dans le cadre d'un projet en marche depuis 2013 et qui met en relation aussi bien des universitaires que des entrepreneurs. Ce projet vise à développer à l'échelle locale l'utilisation d'énergies renouvelables et permet entre autres d'utiliser le potentiel hydroélectrique de la Loire, mais aussi de tester les performances d'un petit hydrogénérateur déjà existant. Notre partie s'est focalisée sur l'adaptation de cet hydrogénérateur marin à son nouveau milieu fluvial. Le produit, c'est un hydrogénérateur de la gamme Cruising de la société Wattensea. Il permet de rendre un voilier complètement autonome en énergie et a déjà fait ses preuves au cours du Vendée Globe ou de la transatlantique Jacques Vabre. Environ 200 watts sont générés à 6 nœuds, environ 3 mètres par seconde, et l'autonomie complète du bateau, 120 watts, est atteinte dès 5 nœuds. Ce produit évite d'avoir à embarquer un générateur électrique avec ses 300 litres de fuel nécessaires à la traversée. Voici de quoi illustrer le nouvel environnement, le fleuve. L'hydrogénérateur est installé dans le puits moteur d'une embarcation et transforme la cinétique fluviale en énergie électrique. On est sur un laboratoire flottant, on y relève tous les paramètres, que ce soit puissance électrique en sortie du générateur, vitesse fluide ou encore quantité de biomasse. L'environnement a de nouvelles caractéristiques, de nouveaux aléas et l'hélice livrée avec le produit est adaptée pour les grandes vitesses des voiliers. Nous avons donc proposé un modèle d'hélice qui soit plus adapté à ce nouvel environnement. L'analyse de relevés hydrométriques réalisée au cours de l'été 2014 a été une partie importante du projet et a permis de caractériser l'écoulement. Les données sont traitées, les graphiques représentent les relevés effectués au cours d'une session de test d'environ 1 heure, le volume de données est assez conséquent. Les mesures sont assez dispersées, mais lorsqu'on les compare avec la théorie, on peut y voir une certaine corrélation, comme avec la courbe ci-contre, représentant la puissance électrique théorique en sortie du convertisseur en fonction de la vitesse de l'écoulement. Avec toutes ces données, l'écoulement peut être caractérisé. Il est perturbé, de fortes accélérations surviennent dans les vitesses fluides et l'hélice va les subir à son tour et accélérer ou bien décélérer. On enregistre jusqu'à 4 tours par seconde carrée, ce qui veut dire qu'une hélice tournant à 250 tours minute peut doubler sa vitesse ou bien s'arrêter complètement en l'espace d'une seconde. Ce phénomène arrive constamment à de plus petites amplitudes. Ça se répercute sur la production d'électricité, la rendant très bruitée, puisque la vitesse fluide n'est jamais la même d'une seconde à l'autre et que la puissance captée par l'hélice est proportionnelle au cube de cette vitesse fluide. Il y a donc un effet papillon, de petites variations sur les vitesses fluides en entrée induisent de grandes variations sur la puissance électrique en sortie. Nous avons pris tout cela en compte dans les bases de la conception de l'hélice. L'étude s'est focalisée sur les objectifs suivants. Augmenter l'inertie de l'hélice pour limiter sa sensibilité aux turbulences, optimiser la géométrie de l'hélice pour la vitesse moyenne de l'écoulement, extraire plus de puissance au fleuve qu'avec l'hélice du constructeur, avec un objectif symbolique de 250 watts pour les plus grandes vitesses de la Loire, soit au-delà de 2,5 mètres par seconde. Quelques mots sur le fonctionnement d'une hélice. Il existe plusieurs profils, certains plus adaptés que d'autres à l'environnement aquatique. Pour notre part, nous avons choisi le profil NACA 4418. Les profils de pales sont sensiblement les mêmes que les ailes, mais le fait que l'hélice soit en rotation fait varier les vitesses fluides localement tout le long de son rayon. Ainsi, une pale possède un vrillage qui est caractérisé par son angle de calage. Afin de calculer cet angle, nous avons utilisé une soufflerie virtuelle dans laquelle nous avons déterminé à quel angle d'attaque correspondait le meilleur rendement, soit le plus grand coefficient de poussée, pour le plus petit coefficient de traînée. À partir de ça, il a été assez facile d'en déduire ce fameux angle de calage. Une fois tous les autres paramètres géométriques fixés, il nous a fallu déterminer une méthode pour calculer la puissance extraite au fluide par l'hélice. Après démonstration de la formule, une programmation en calcul formel a été possible. Cette méthode est longue car si l'on souhaite obtenir la courbe de puissance de notre hélice en fonction de la vitesse fluide, ça demande en quelque sorte de mailler la vitesse fluide et de calculer les coefficients de poussée et de traînée de la pale à chaque step de vitesse fluide. Le résultat est le suivant, et nous comparons notre courbe de performance à celle de l'ancienne hélice. Nous couplons ces résultats à l'étude de probastat faite sur l'écoulement, et nous en déduisons des probabilités sur la production électrique de l'installation. Enfin, un travail de modélisation quatiette de la pale a été réalisé à l'aide de l'atelier surfacique. Une analyse vibratoire a elle aussi été proposée, car on tout risque de résonance structurelle dans l'hélice.
Les axes de réflexion sur la fabrication ont été abordés, mais la grande partie du travail a été de proposer une méthode pour la conception d'une hélice adaptée à son écoulement, une méthode pour la prévision de la puissance captée par l'hélice, enfin une méthode pour vérifier la tenue mécanique de l'hélice via l'analyse vibratoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je suis à votre disposition pour toute question et approfondissement. Bonne journée!